Il y a des lois de la nature qui ne pardonnent pas. On peut essayer de les contourner, les ignorer ou les défier avec des idées brillantes, mais elles finissent toujours par imposer leur verdict. Le second principe de la thermodynamique fait partie de ces lois. Il n'a rien de spectaculaire au premier abord, il ne parle ni d'explosion, ni de trous noirs, ni de particules étranges, mais c'est pourtant l'un des principes les plus fondamentaux et impitoyables de tout l'univers. Pourtant, malgré son importance, le second principe reste mal compris, souvent mal expliqué et parfois même détourné dans des discussions farfelues. On l'associe à tort à l'idée de désordre, ce que j'ai souvent fait sur cette chaîne pour mieux vulgariser, ou même à des fantasmes d'énergie libre à portée de main, si seulement on trouvait la faille. Il plane autour de ce principe un parfum de mystère, comme s'il détenait une vérité cachée sur le monde. Dans cette vidéo, on va remettre les choses à plat. Pas de jargon inutile, pas de maths complexe, juste une explication claire, solide et accessible du quoi, pourquoi et comment de ce fameux second principe. En bref, on va répondre à la fameuse question, c'est quoi le second principe de la thermodynamique? On va répondre sérieusement, mais sans se prendre la tête. Le second principe de la thermodynamique n'est pas tombé du ciel. Il est né d'un besoin très concret, faire tourner des machines. Bon, cela peut paraître un peu chiant de parler d'histoire quand on veut simplement comprendre un principe. Mais comprendre l'histoire des sciences permet de mieux comprendre le contexte et un peu la psyché des grands scientifiques. Et cela aide à mieux mémoriser tout ce qu'on va voir. Bon, au début du 19e siècle, l'Europe est en pleine révolution industrielle. On invente des machines à vapeur, on creuse des mines, on construit des trains, et rapidement, une question se pose, comment rendre ces machines plus efficaces? Pourquoi certaines consomment beaucoup plus de charbon sans produire beaucoup de travail? Pourquoi y a-t-il toujours des pertes de chaleur? Les ingénieurs et scientifiques commencent à chercher des réponses, et c'est là qu'entre en scène Sadi Carnot, un jeune polytechnicien français. En 1824, il publie un mémoire qui pose les bases d'une nouvelle science, la thermodynamique. Alors, ce Sadi Carnot qui concrétise la thermodynamique comme un domaine des sciences n'est pas le président de la Troisième République. Il ne faut pas confondre les deux, hein. En tout cas, ce Sadi Carnot, à cette époque, ne connaît pas encore la nature réelle de la chaleur. À l'époque, on pense qu'elle est un fluide invisible, appelé le calorique. Mais malgré ça, il a une intuition géniale. Il comprend que toute machine thermique fonctionne entre deux réservoirs de chaleur, un chaud et un froid, et que ce passage de chaleur permet de produire du travail. Il imagine un moteur idéal sans perte, qu'on appellera plus tard le cycle de Carnot. Et il montre que même ce moteur parfait ne peut pas convertir toute la chaleur en travail. Il y a toujours une limite. Carnot devient ainsi le père spirituel du second principe de la thermodynamique. Mais bon, quelques décennies plus tard, deux physiciens, Rudolf Clausius en Allemagne et William Thomson, le fameux Lord Kelvin en Grande-Bretagne, reprennent les idées de Carnot et les traduisent dans une nouvelle langue, celle de la physique moderne. Ils comprennent que la chaleur est en réalité une forme d'énergie liée au mouvement des particules et non un fluide mystérieux. Ils voient aussi que certaines transformations sont fondamentalement irréversibles. Un glaçon fond au soleil, mais il ne se reforme pas tout seul. La chaleur passe du chaud vers le froid, mais pas l'inverse. En 1850, Clausius formule ce qui va devenir l'une des versions du second principe. La chaleur ne peut pas d'elle-même passer d'un corps froid à un corps chaud. Il faut vraiment retenir cette phrase. Kelvin, de son côté, lui, il dit qu'il est impossible de construire une machine qui, en réalisant un cycle, transforme toute la chaleur reçue en travail. Deux formulations, un même constat, il y a des limites que même la meilleure machine ne peut pas dépasser. Et c'est là que Clausius décide d'aller encore plus loin. Il cherche à mesurer cette idée d'irréversibilité. En 1865, il introduit un nouveau concept, l'entropie. Ce mot d'ailleurs, il vient du grec transformation. Pour Clausius, c'est une grandeur qui permet de quantifier l'évolution d'un système thermique, et surtout de décrire l'inévitabilité de certaines transformations. Il conclut son œuvre par une phrase devenue célèbre, « L'énergie de l'univers est constante. L'entropie de l'univers tend vers un maximum. » Là, le décor est planté, le second principe est né, et avec lui, une nouvelle manière de voir le monde. Bon, le second principe de la thermodynamique a un petit côté frustrant. Il n'a pas une seule et unique formulation. En fait, il en a plusieurs. Elles disent toutes la même chose, mais sous des angles différents. Chacune met en lumière un aspect particulier du principe. Voici les deux principales. Il y a d'abord la version de Rudolf Clausius énoncée en 1850. La chaleur ne peut pas, d'elle-même, passer d'un corps froid à un corps chaud. Tu poses une tasse de café sur la table, elle refroidit. Tu mets un glaçon dans un verre d'eau tiède, il fond. Dans les deux cas, la chaleur passe du plus chaud vers le plus froid. Clausius te dit que ce processus est unidirectionnel, spontané et qu'il ne peut pas s'inverser sans intervention extérieure. C'est un peu comme si, il faut retenir cette image, la chaleur glissait le long d'une pente. Elle ne peut pas remonter cette pente tout seul. Pour faire passer de la chaleur d'un corps froid vers un corps chaud,
comme dans un frigo, tu dois fournir de l'énergie. De la même manière, il faut fournir de l'énergie pour remonter une pente. Ensuite, il y a la version de Lord Kelvin, aussi formulée par Planck un peu plus tard, qui dit qu'il est impossible de construire une machine cyclique qui convertisse toute la chaleur reçue en travail sans aucun autre effet. En clair, tu ne peux pas construire une machine qui transforme 100% de la chaleur en énergie utile. Il y aura toujours des pertes, toujours une partie de l'énergie qui part en fumée, ou plutôt en chaleur dispersée. C'est pour ça que les moteurs thermiques, tout ce qui est voiture, centrale ou même pour les avions, ont un rendement limité. Même dans les meilleures conditions, une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur qui ne sert à rien. Bon voilà pour les deux versions principales, je me suis vachement répété. Mais bon, tu pourrais quand même te dire « Ok, mais ces deux phrases ne disent pas tout à fait la même chose. » Et pourtant si. En fait, si la chaleur pouvait passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud, violant ainsi ce que dit Clausius, on pourrait imaginer des machines qui exploitent cette chaleur gratuite pour produire du travail sans perte, ce qui violerait ainsi ce que dit Kelvin. Et inversement, si tu pouvais convertir toute la chaleur en travail, violant ce qu'a dit Kelvin, alors tu pourrais utiliser ce travail pour faire passer de la chaleur du froid vers le chaud, sans fournir d'énergie au départ. Et là, ça violerait Clausius. Donc au fond, ces deux formulations sont équivalentes, elles décrivent la même limite naturelle. Il y a un sens dans lequel l'énergie se dégrade et on ne peut pas aller à contre-courant sans payer le prix. Bon, ces deux premières formulations sont très concrètes, elles parlent de machines, de chaleur, de transformation physique, mais avec le temps, les physiciens ont cherché une formulation plus générale, plus universelle, et c'est là que l'entropie entre en jeu. L'entropie fait peur parce qu'on la présente souvent comme du désordre. Le problème, c'est que c'est imprécis. Retiens plutôt ceci. L'entropie mesure le nombre de façons possibles d'organiser un système tout en lui donnant le même aspect global. En gros, l'entropie compte combien d'arrangements différents à l'intérieur donnent le même résultat vu de l'extérieur. Et plus il y a de façons différentes d'obtenir le même résultat visible, plus l'entropie elle est grande. Dit autrement, l'entropie mesure à quel point l'information sur les détails microscopiques t'échappe. Bon, quand tu fournis de la chaleur à un système sans créer de frottement ni de choc, un processus donc idéal, son entropie augmente d'une quantité proportionnelle à la chaleur ajoutée, et inversement proportionnelle à la température. En image, chauffer doucement à basse température coûte plus d'entropie qu'au chauffer à haute température. Tu n'as pas besoin de formule pour saisir l'idée, la chaleur se répand mieux quand c'est froid, et cela augmente plus d'entropie. Pour avoir une vision plus microscopique, à l'échelle des atomes et des molécules, un même état visible, par exemple du café avec du lait bien mélangé à 40 degrés Celsius, correspond à un nombre énorme de micro-agencements. L'entropie est liée à ce nombre. Plus il est grand, plus l'entropie est élevée. C'est la clé. La magie du second principe vient de là. Les états qui possèdent le plus de micro-agencements sont de loin les plus probables. Le monde évolue donc spontanément vers les configurations les plus probables, donc à entropie plus élevée. Pour avoir des exemples concrets que tu connais déjà, pense à du parfum dans une pièce. Tu vaporises du parfum dans un coin. Les molécules se dispersent et finissent partout. Pourquoi? Parce que partout correspond à bien plus d'agencements microscopiques que dans un coin. Revenir spontanément à la petite bouffée initiale demanderait une coïncidence astronomiquement improbable. Encore une fois, on peut prendre le cas du glaçon. Le solide est très contraint, peu de micro-agencements. Le liquide offre beaucoup plus de possibilités. Le passage du solide vers le liquide augmente l'entropie. L'inverse, le liquide qui se range en cristal net tout seul, n'arrive pas sans retirer de chaleur avec un frigo ou un congélateur, donc sans travail externe. Pareil avec une crème ou du lait dans un café. Au début, la crème forme un nuage clair, peu de manière microscopique d'y parvenir, et une fois mélangée, les façons d'arranger les molécules sont quasi infinies. Le mélange homogène a plus d'entropie. Inverser ce mélange spontanément, oublie. Donc normalement, tu as compris, un objet chaud posé sur une table plus froide diffuse sa chaleur. Réchauffer l'objet en refroidissant encore la table sans fournir d'énergie serait aller à l'encontre des états les plus probables. D'où le sens unique du chaud vers le froid. Donc qu'en est-il de dire que l'entropie c'est le désordre? En fait, dire l'entropie c'est le désordre, c'est pas faux, ça aide à se faire une image rapide. Mais le problème c'est que ça trompe vite. Mieux vaut parler de multiplicité des micro-états plutôt que de désordre. C'est plus fidèle et ça évite les faux sens. Et pour information, le second principe, dans sa forme la plus nette, vise les systèmes isolés. Et pour les systèmes isolés, donc il n'y a pas d'échange d'énergie, leur entropie ne diminue pas. Mais le problème, c'est que la plupart des systèmes autour de nous, il y a des échanges entre énergie et matière, ce sont des systèmes qui sont ouverts. Et là, l'entropie peut localement baisser si tu exportes suffisamment d'entropie ailleurs. Le réfrigérateur diminue l'entropie dans son compartiment, il le refroidit, mais il chauffe la cuisine via son radiateur arrière et consomme de l'électricité.
Le bilan global, frigo plus pièce plus centrale électrique, l'entropie est en os. La question est donc, et si par miracle, l'entropie baissait? À l'échelle microscopique, la physique n'interdit pas une fluctuation incroyable où la chaleur irait du froid vers le chaud pendant un instant. Mais la probabilité est si ridiculement faible et chute de façon exponentielle avec la taille du système que tu n'en verras jamais à ton échelle. Le second principe est donc statistique, il ne peut pas être pris en défaut dans le monde macroscopique. Ce qu'il faut donc absolument garder en tête, c'est que le second principe parle d'irréversibilité et de probabilité à grande échelle. L'entropie n'est pas le désordre au sens visuel, c'est la multiplicité des façons de réaliser un même état global. Localement, tu peux diminuer l'entropie, par exemple avec un frigo, si tu exportes plus d'entropie ailleurs. Et globalement, pour un système isolé, l'entropie ne diminue pas. En gros, l'entropie, c'est vraiment la boussole qui fixe le sens du temps pour les phénomènes naturels. Bon, il y a une question à laquelle j'aimerais répondre, qui est pourquoi y a-t-il toujours des pertes? Comme on l'a vu, un moteur thermique, que ce soit pour une voiture, un avion ou une centrale à gaz ou à charbon, ça prend de la chaleur à une source chaude, où il y a une combustion, et rejette de la chaleur vers une source froide, de l'air ou de l'eau. Entre les deux, il produit du travail, du mouvement, de l'électricité. Et même si tu construis un moteur parfait, tu ne peux pas transformer toute la chaleur en travail. Il faut toujours rejeter une partie de la chaleur vers le froid. Pourquoi ? Pour répondre à ce pourquoi, en fait, sans rejet, tu n'aurais pas de pente, de température pour faire avancer l'énergie. Il faut que tu vois l'image qu'on a visualisée tout à l'heure. Pas de pente signifie pas de conversion nette en travail. Voilà le pourquoi. Et tu entendras parfois la formule du rendement maximal idéal du cycle de Carnot qui dit que le rendement max, c'est environ égal à 1 moins la température froide sur la température chaude. Avec la température en Kelvin évidemment. Bon, la formule tu n'as pas besoin de l'utiliser ni même de la retenir, retiens juste que plus l'écart de température est grand, plus tu peux être efficace, mais jamais parfait. On le voit parfaitement avec cette formule, on ne peut pas être à 1 qui correspond au rendement idéal. Les conséquences sont que les moteurs qui brûlent du carburant très chaud peuvent être plus efficaces à condition d'avoir un bon refroidissement et peu de pertes mécaniques. Mais les frottements, turbulences, fuites, allumage imparfait, etc., tout ça produit de l'entropie en plus et réduit le rendement réel. Alors, avant de terminer cette vidéo, je me dois de parler de cosmologie. C'est le domaine principal de la chaîne. Pour faire un lien, revenons au moment du Big Bang. Depuis le Big Bang, l'univers s'étend et refroidit. Au début, le plasma était chaud et presque uniforme. Ça peut sembler désordonné, mais au sens de l'entropie globale, cet état était très spécial, une gravité faible et peu de structure. En se dilatant, l'univers laisse apparaître des décalages minimes, une densité un peu plus forte ici, un peu plus faible là. La gravité amplifie ces différences entre les coins, ce qui forme des nuages de gaz qui amènent à des étoiles, qui amènent à des galaxies, qui amènent à des amas. On pourrait croire qu'assembler de la matière en étoiles réduit l'entropie, parce que techniquement ça ordonne localement. Sauf que la formation d'étoiles libère énormément d'énergie sous forme de lumière et de chaleur, qui se répand dans l'univers. Cette lumière se convertit en rayonnement plus froid au fil de l'expansion. Les photons en fait ils s'étirent, ce qui augmente l'entropie globale. Le résultat est que tu peux créer de la structure, donc baisser l'entropie localement, tout en augmentant l'entropie totale, grâce à l'énergie dissipée. C'est le même principe que pour un frigo, mais à l'échelle cosmique. Donc voilà, tu peux maintenant répondre simplement à la question, c'est quoi le second principe de la thermodynamique? C'est le principe qui dit que les transformations réelles ont un sens privilégié. La chaleur va spontanément du chaud vers le froid. Aucune machine ne convertit toute la chaleur en travail, et l'entropie d'un système isolé ne diminue pas. Point, voici la définition. Clausius a dit que la chaleur ne remonte pas la pente toute seule. Et Kelvin a dit qu'il n'y a pas de machine à rendement parfait. Ces deux énoncés se tiennent mutuellement. En violer un, c'est violer l'autre. Et l'entropie, ce n'est pas le désordre visuel, mais le nombre de façons de réaliser un même état global. Plus il y en a, plus l'entropie est grande, d'où la flèche du temps, le probable l'emporte. Donc voilà pour cette première vidéo réalisée à Lyon. J'ai mis les petites bretelles pour l'occasion. Je suis à présent lyonnais, non je déconne, je resterai toujours Nice-Art dans le sang, je préfère l'OGC Nice à l'OL. Mais sinon j'espère que le nouveau setup il plaira, même s'il va certainement évoluer. J'avais envie de faire plus qu'une simple bibliothèque, mais je vais essayer quand même d'ajouter des trucs pour le décor au max. Faudra peut-être que je change d'éclairage parce que je le trouve un peu violent, ce qui fait que ça fait pas trop ressortir le côté sombre de la bibliothèque, mais bon, je verrai. Je tiens à remercier les deux nouveaux tipeurs, ainsi que les anciens évidemment, et en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. À la prochaine.